Bonsoir. Voilà. Oui, je fais sursauter parfois. Merci d'accueillir Miguel Gomes et Antoine Guillot de France Culture. Bon, c'est là, je sais pas, troisième séance qu'on fait avec. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Alors, je compte encore, mais très bientôt, on ne comptera plus. On est très content de faire cette séance en avant-première. Au passage, on peut aussi féliciter l'équipe de distributeurs de Tandem qui est présent à la porte là-bas. Et donc, c'est une séance France Culture, donc c'est Antoine qui va animer la rencontre avec Miguel, dont c'est probablement un de nos films préférés. Je dis ça pour nuancer, mais on est quand même très très fan de ce film-là. Et comme on était déjà très fiers de t'accueillir avant, sur les films précédents, ce soir on est hyper content. Surtout que tu vas nous raconter, mais je laisse la parole à Antoine, que cette ville est quand même très importante pour toi. Voilà, on va laisser un peu de suspense sur le pourquoi de l'importance de Montreuil dans l'œuvre de Miguel Gomes. Nous, en tout cas, on est très heureux de l'accompagner depuis longtemps. Je crois qu'on était là dès ce cher mois d'août. On l'a suivi sur Tabou, sur le triptyque insensé et complètement fou des Mille et une nuits, et même sur le journal de Tuoa, si je me souviens bien, ce film qui est arrivé pendant le confinement. Donc on est très heureux de continuer à suivre Miguel Gomes. Vous allez vous réchauffer avec ce film d'une moiteur toute tropicale. Mais on va en discuter ensemble tout à l'heure. J'espère surtout que vous aurez beaucoup de questions, parce que j'ai déjà interviewé Miguel Gomes à Cannes. Je vais l'interviewer à nouveau la semaine prochaine pour une interview qui sera diffusée dans Plan Large le samedi suivant. Donc vraiment, je compte sur vous, parce que sinon, on va beaucoup se répéter. On ne se répète jamais avec Miguel Gomes. Alors, pourquoi Montreuil? Qu'est-ce qui se passe au mois d'août à Montreuil? Et surtout, si vous voulez nous dire quelques mots sur ce film, avant qu'on en parle après. Alors, moi, j'ai comment on dit ça en français? Un tatou, un tatouage. Tatouage. Un tatouage. Qui dit Montreuil. Non, c'est plus bas, je ne montre pas. Mais Maureen, tu peux venir? Donc, moi je suis portugais. Moi, Maureen, elle a commis cette décision improbable de se marier avec moi. Elle est française. Est-ce que tu peux dire pourquoi Montreuil? Bonsoir. Alors, on a un ami qui est présent dans la salle ce soir. Et tu parles très près du micro. Qui nous a invités à Montreuil pour passer quelques semaines de vacances en août. Merci Victor. Merci. Et donc cet été, on a passé 3 semaines à Montreuil et on a passé beaucoup de soirées et aussi des matinées ici au cinéma. Nos enfants sont venus pour la première fois au cinéma ici. Ils ont vu plein de films, ils ont adoré. Et voilà, donc voilà pourquoi Montreuil. Ils ont aussi allé à la manège, non? Oui, le manège. C'était le 50 billets pour la manège. C'était un peu trop. Donc pour nous, Montreuil, c'est la manège. Et aussi le cinéma. Et aussi les cinémas. Donc on vous laisse avec mon film Grand Tour, non? Le manège. Qui commence avec une manège. Oui, exact. Donc la vie, le cinéma, ça connecte. Il y a des connexions. Et je vous laisse avec des films. On revient après pour dire d'autres choses, mais vous êtes tranquille, vous pouvez partir tranquillement, sans problème. Bon voyage et à tout à l'heure avec Antoine, Maureen et Miguel. C'était le
21 novembre 2024 au cinéma Le Méliès de Montreuil. Miguel Gomes était venu présenter son film Grand Tour. Et pendant le générique de fin, avant que le débat ne commence, il y a un spectateur au fond de la salle qui a exprimé sa désapprobation, le fait qu'il n'avait pas aimé le film, et il l'a exprimé de façon un peu virulente. Alors je vous en parle parce que je ne sais pas si vous allez bien l'entendre. Il était au fond de la salle et il a crié « Quelle chute, c'est une merde !» Voilà, il a exprimé son désaccord de façon un peu forte. Et je vous laisse découvrir la réaction de Miguel Gomes. Miguel Gomes. Bonsoir. Alors, qui a parlé de la merde? Je veux que... Est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Non? Alors je monte. Et je vous vais laisser commencer ces débats. Non, très déçu, mais je vous donne le micro et vous parlez. J'avais adoré Tabou, j'avais adoré le mois d'août. Et là, c'est plein de remplissage, de vide, de vide. Beaucoup de littérature, de narration sans qu'il y ait de cinéma. Et ça me donne une impression en général de foutage de gueule du public. Voilà. Alors, il va y avoir du débat, je le sens. Est-ce que Miguel Gomes voulait répondre déjà? Oui. Mon ami, c'est quoi le cinéma? Pourquoi le cinéma, c'est pas des choses qui sont racontées? En tout cas, je me suis ennuyé tout le temps. Même le thème, franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est pas parce qu'il y a un savoir-faire au niveau de la mise en scène, etc. Bon, c'est finalement un grand film d'aventure en studio, voilà. Et bon, qui crée une attente et puis finalement il n'y a rien, quoi. Voilà. Donc, il n'a rien vu là. Mon ami, moi j'ai fait des films et c'est un film, comme vous avez dit comment, de grande aventure en studio. J'aime ça. J'aime ça. Mais c'est aussi une autre chose parce que parfois les studios disparaissent et donc on voit d'autres choses. Il y avait de la magie dans Tabou, il y avait une magie justement dans ce minimalisme qu'il y avait dans Tabou et dans cette absence de différents effets cinématographiques. Cette absence se sentait et créait une magie. Et là, la magie n'est pas présente. C'est pas parce qu'on reproduit certains effets qui ont marché dans d'autres films, on les reprend comme ça, on fait une cuisine, et ça marche pas forcément. La magie n'y est pas dans ce film. Désolé. Moi, j'ai fait Tabou. J'ai fait ces films aussi. Et moi, j'ai l'impression que les films qu'on fait, que moi, ça marche pour certaines personnes et pas pour d'autres. C'est ça.
et j'ai aucune responsabilité pour ça. Donc ça veut dire les gens aiment ou aiment pas parce que les films sont des rencontres entre ce qui se passe dans l'écran et les gens. Et donc, il y a des gens qui aiment Tabou et qui n'aiment pas Grand Tour, comme par exemple vous. Et vous savez une chose, j'imagine qu'il y a des gens qui n'aiment pas Tabou et qui aiment ces films-là. Et ça, c'est le cinéma. Donc, ça veut dire que le cinéma, c'est des rencontres entre quelque chose qu'on voit dans l'écran et des choses et les gens qui s'intéressent. Bon, bonsoir. Écoutez, je ne sais pas si ça a Je été vais organisé. enlever mon manteau. Je sais pas si ça a été organisé, mais c'était parfait comme entrée en matière. Parce que cette question de la rencontre, c'est peut-être précisément, entre autres, ce que raconte le film Miguel Gomes. Est-ce qu'il peut y avoir rencontre entre un occidental et l'Orient? Est-ce qu'il peut y avoir rencontre entre un homme et une femme? Est-ce qu'il peut y avoir rencontre entre des images d'aujourd'hui et des images d'hier? Aucune idée. Ces films-là, c'est pas une histoire de rencontre, c'est une histoire de manque de rendez-vous. Et c'est ça qui se passe avec les deux protagonistes. Et peut-être c'est ça qui se passe entre les protagonistes et les territoires qu'on voit dans les films. C'est ça, c'est plutôt... Tabou, c'était une histoire de rencontre. Une rencontre peut-être ratée, mais il avait une rencontre. Ici, c'est une autre chose. Le film, si vous avez regardé le début du générique, est dédié à Maureen, qu'on a vu tout à l'heure. C'est un film, je crois, que vous avez écrit, ou en tout cas dont vous avez eu l'idée juste avant de vous marier. Ah, c'est à vous la question déjà. C'est pour moi, j'ai pas entendu la question. Je crois savoir que c'est un film dont vous avez eu l'idée à quelques jours avant votre mariage. Je me trompe? Oui, il avait un rapport avec... C'est pas... J'étais en train de lire un livre. C'était un livre... C'était pas un roman, c'était un livre de voyage. D'un écrivain anglais qui s'appelle Somerset Maugham. Il a écrit des romans, mais il a aussi écrit sur ses voyages dans le sud-est asiatique. Et il a un livre en anglais qui s'appelle A Gentleman in the Parlor, où il raconte ses voyages en Birmanie, en Thaïlande, et je sais pas, je me souviens. Hein, quoi? En Chine. Non, pas en Chine. Très loin, non. Je dirais Cambodge. Et donc, il raconte les marchés, enfin, il fait des descriptions des endroits qu'il voit, mais il raconte aussi des rencontres avec des gens. Et donc il y a 2 pages dans ses livres où il raconte qu'il a connu en anglais un Mandalay, en Birmanie, et qui avait une liaison, était fiancé d'une fille qui habitait à Londres pendant beaucoup des années, et un jour, elle est venue, ils devraient se marier, il a paniqué, il est sorti, il est s'échappé pour Singapour, et comme on voit dans les films, et quand il est arrivé là-bas,
il avait déjà un télégramme de cette femme qui disait « Mon amour, je suis en train d'arriver, t'inquiète pas. » Et donc il a paniqué de nouveau, il a réparti. Et donc ils ont pris des mois et des mois à faire ces jeux de fuite et la femme qui le poursuivre. Et c'était comme ça. Donc il avait 2 pages dans ses livres qui racontaient ça. Et donc on a pensé, est-ce qu'on peut faire ça, raconter cette histoire qui n'est pas très développée dans ces livres, et qui c'est, pour moi, c'est une anecdote sur les femmes et les hommes, sur le caractère lâche des hommes et le caractère têtu des femmes. Et on a pensé, est-ce qu'on peut filmer ça et en même temps filmer le travelogue, comment on dit ça en français, le travelogue, un journal de voyage. Le journal de voyage, un journal de voyage dans les territoires qui sont traversés par les personnages aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire la même chose? On peut faire le film avec ces 2 choses, des amants, enfin un couple qui traverse l'Asie en 1918 et en même temps faire montrer les endroits où ça se passe dans ce voyage aujourd'hui et transférer les choses du studio où on a le personnage au monde, le vrai monde, en Asie aujourd'hui, et faire ça, inventer une sorte de continuité artificielle avec ces 2 choses très différentes. Qu'est-ce qui a été tourné d'abord? Les scènes de studio ou les scènes d'aujourd'hui? Enfin, qui étaient de 2018, 2019, 2020, dans ces eaux-là? Oui, c'était 2020 qu'on a commencé à tourner les films avec La Voyage. On a décidé, il n'y avait pas de scénario, donc normalement quand on fait un film, le procès normal c'est avoir un scénario, essayer de financer le film, essayer de prendre de l'argent pour faire le film. Et dans ces cas, il n'y avait pas ça. Donc j'ai demandé à la productrice qui a fait les films, alors, il n'y a pas encore de scénario, je dois voyager, filmer ce voyage, et après, on va écrire comme réaction aux images qu'on avait faites. Et normalement, un producteur normal, il dirait non, parce que il n'avait pas de l'argent pour commencer ses procès, mais étrangement, cette productrice a dit oui, et donc on avait profité de ça, et on a commencé à faire le voyage, et à filmer ce voyage, et il y a qu'après, quand on est revenu, on a écrit des scénarios comme réaction, comme l'idée de fabriquer de la fiction à partir des choses qu'on avait vues et on avait filmées. C'est confronté aussi 2 exotismes. On sait depuis Tabou, le formidable Tabou qu'aimait beaucoup monsieur, votre intérêt sur l'exotisme et en tout cas sur ce que ça provoque dans l'imaginaire occidental. Les images que vous filmez aujourd'hui, ce sont aussi les images que peuvent filmer des touristes avec leur téléphone portable, de ce qu'ils voient dans les rues, sauf que vous avez choisi de les filmer en pellicule.
Est-ce que c'était précisément pour avoir un autre regard que ces images qui maintenant sont ramenées par toute personne qui va faire un voyage en Asie? L'idée, c'est d'avoir des images clichés, donc ça veut dire des images, enfin, pas des choses qu'on pouvait faire si on a vécu dans cet endroit. Donc c'était des images des gens qui arrivent et qui filment. Donc qu'est-ce qu'il y a en Asie? Il y a des kung-fu, des douteurs de kung-fu, il y a des clairvoyants, des voyants qui voient le futur, il y a des chanteurs de karaoké. Donc il y a tout ça, et c'est des clichés, mais quand même on a essayé, à partir de ces stéréotypes, de revenir sur les choses. Pour nous, c'est très important, qui c'est avoir quelque chose qui manque aujourd'hui beaucoup au cinéma. C'est l'innocence. L'innocence, c'est... Le cinéma a commencé avec des gens qui étaient comme vous, assises, bon, peut-être il n'avait pas de siège à ce moment, mais qui ont vu un train venir sur l'écran et qu'à la fin, quand le train était presque très proche de la caméra, ils ont sauté, ils sont se protéger de l'arrivée du train. Et ça, c'est vraiment l'innocence. C'est quand on ne voit pas la différence entre une image et entre la représentation de la réalité et la réalité. Donc il y a un train et les gens avaient peur que le train pouvait arriver jusqu'à eux et les faire du mal. Après ces moments, on a vu beaucoup de films et on a perdu un peu l'idée ou la croyance dans le cinéma. Dans ces images, on a déjà trop vu les films et donc c'est beaucoup plus difficile de croire aux choses qu'on voit dans l'écran. Et aujourd'hui, pour faire un voyage, il y a déjà des millions de selfies qui sont faits dans chaque coin du planète. Et donc c'est très difficile d'être surpris, d'être touché par ce qu'on voit. On a l'impression qu'on a tout vu. Et c'était un de nos paris, c'était d'accord, donc on va faire un voyage, on va travailler avec des clichés, des images, enfin des idées que les Occidentaux ont de l'Asie, mais quand même on veut essayer de réavoir cette impression, récupérer, regagner un peu de l'innocence, qui c'est pour moi le principe pour faire des cinémas. C'est d'être comme un enfant et essayer de avoir l'envie de écouter une histoire incroyable et être disponible à croire.
C'est ça, c'est pour ça que nous sommes ici, j'ai l'impression. C'est pas parce que la vie, on peut le vivre. Et le cinéma fait trop d'efforts de nous convaincre que nous sommes en train de voir la vraie vie. Et le cinéma, c'est pas la vraie vie. Le cinéma, c'est le cinéma. Et c'est tant mieux que c'est comme ça. Et si ça marche, le cinéma qui ne doit pas rassembler à la vraie vie peut nous reconnecter avec la vie. Mais c'est une autre chose. C'est le cinéma, c'est un spectacle. Ça ne doit pas rassembler à la vie. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà quelqu'un qui veut intervenir dans la salle? Je vous apporte mon micro. Merci. Bonsoir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir le passage de la couleur en noir et blanc, enfin du noir et blanc à la couleur. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est le passé, 1918, en noir et blanc, et la couleur, c'est maintenant, ou c'est autre chose, une autre signification? Non, c'est pas le passé, le présent, c'est pas... Et en vérité, c'est aucune signification. C'est des raisons techniques. Donc, on a filmé ça en pellicule, et en pellicule aujourd'hui, dans le noir et blanc, il y a une sensibilité elle sert pour filmer des choses les jours, mais la nuit c'est beaucoup plus délicat, c'est plus difficile. Au des endroits comme ici, maintenant il y a un peu de lumière, si on a éteint un peu la lumière, c'est pas possible de filmer ça en noir et blanc, mais en couleur, oui. Parce qu'il a une autre sensibilité. Donc en noir et blanc, il a 200D, c'est bien pour filmer les jours. En couleur, il y a 500D. Et ça veut dire que si je mets une caméra ici avec 500D, ça va. 200D, ça va pas. Et donc, noir et blanc, 200D. En couleur, il y a deux sensibilités différentes. Et donc, pour des moments comme ça, si moi j'avais ici une caméra, je devrais, si je voudrais avoir les films en noir et blanc, je devrais filmer en couleur et après transformer ça digitalement en noir et blanc. Et donc, c'était ça qu'on avait fait. Donc, on a filmé tous les films. Il y avait peut-être 90% de la pellicule en noir et blanc et 10% en couleur. Et donc, l'idée, c'était que tous les films devraient être en noir et blanc. Qu'est-ce que c'est raté? Pendant le montage prend des semaines. Et donc, il avait des semaines qui se passaient, on montait, toujours avec tous les films en noir et blanc, parce qu'il avait les images faites en noir et blanc, et les images en couleur transformées en noir et blanc. Et il y avait un moment où on avait marre des noirs et blancs. Après des semaines et des semaines. Et donc, on a pensé, qu'est-ce qui manque dans un film de noir et blanc? Le noir et blanc, la couleur. Et donc, à ce moment, on avait dit, on remet ça en couleur. Et on a trouvé ça magnifique. Aucun significat, aucun symbolisme, c'est des images qu'on a tournées. La plupart c'est en noir et blanc, mais il avait quelques images en couleur. Et donc la vraie raison, c'est que on se faisait chier avec noir et blanc, donc on a remis les couleurs sans aucune raison
logique. Et donc ça va paraître un peu bizarre, mais je défends cette option parce que je pense que le cinéma, c'est pas une question de logique. C'est comme la musique. On expérimente un film, c'est pas seulement une question de raconter une histoire ou d'une expérience visuelle, c'est quelque chose qu'on nous sommes en train de vivre, d'expérimenter. Et oui, dans un film noir et blanc, peut-être la couleur, c'est quelque chose qui nous manque, même s'il n'y a aucune raison rationnelle, c'est pas à cause de la beauté. La beauté, c'est très important. Autre question? Oui, je cours jusqu'à vous. Bonsoir, merci. Quand vous filmez le voyage, vous filmez, vous êtes avec une équipe, vous êtes genre 2 ou 3. Est-ce que vous avez eu à avoir des autorisations partout, notamment, par exemple, je repense à la scène dans le moto-taxi, je crois que c'est à Saigon, je sais plus, cette course un peu folle. Enfin, voilà, est-ce que vous avez pu filmer en style documentaire tranquille, ou il fallait chaque fois des autorisations? Vous êtes la police? Oui. Alors, on demande des autorisations, ça dépend des pays. Donc, par exemple, en Philippines, on avait des boîtes de production à chaque pays. Et par exemple, en Philippines, les producteurs philippins m'ont dit est-ce que vous connaissez le concept de filmer et s'échapper s'il y a la police qui arrive? Je crois que je comprends un peu cette idée. D'accord, on fera ça. Parce qu'ils ne vont jamais demander de l'autorisation en Philippines. Et au Japon, c'était tout le contraire. Donc, je me souviens d'arriver au Japon et je devrais filmer un temple. Et donc, c'était tout prévu, mais comme c'était pas à 15h, c'était à 15h23. Je devrais être en face du temple et filmer. Et donc, je me souviens d'une fois, j'ai arrivé au parking du temple à 15h12, ou quelque chose comme ça. Et il avait de la neige comme aujourd'hui, mais plus de neige. Et il avait du vent. Et à ce moment, j'arrivais à ce parking et je trouvais magnifique les voitures, la neige, le vent. Et je dis, oh mais ici la caméra, on va filmer. Et la production japonaise m'a dit, non, non, non. Mais pourquoi? Ils m'ont dit, non, non, ça c'est le parking, le temple, il est plus avant, il faut 10 minutes pour arriver, c'est ce qui est prévu. J'ai dit non, mais j'ai envie de filmer ce parking. Bon, je ne vais pas développer, mais entre les Philippines, il faut échapper de la police, et Japon, non, il ne faut pas filmer le parking, il faut filmer le temple dans leur preview. Il a une sorte de monde de différence, non? C'est tout le contraire. Donc, la question des autorisations, au Japon, sûrement, en Philippines, non. La séquence que vous parlez, c'est en Thaïlande. En Thaïlande, c'est plus ou moins au milieu de Japon et Philippines.
Donc ça veut dire qu'on avait l'autorisation de filmer, mais peut-être de conduire pas d'une façon si mauvaise. Donc on a improvisé sur la manière de conduire le tuk-tuk, mais on avait, oui, la police. Et au Vietnam? Il y a un endroit où vous n'avez pas eu l'autorisation du tout, ni même de tourner, ni même de venir, c'est en Chine. Ce qui est réalisé en Chine l'a été à distance. Comment est-ce qu'on fait pour diriger un film en Chine depuis le Portugal? Je pensais que c'était très difficile. Précisons que c'était pendant le Covid, hein, pas pour des raisons politiques. Oui, c'était déjà 2 ans après le début du Covid, mais la Chine, à ce moment, avait cette politique de Covid-0, donc c'était très difficile d'entrer en Chine. Donc on attendait pour essayer de filmer en Chine, c'était jamais possible. Et donc il y avait un moment où on a pensé, bon, alors on va filmer du Portugal et on va avoir une équipe chinoise, et à la condition que c'est possible d'avoir des rapports en temps réel avec eux. Et donc, étrangement, oui, c'était possible. Pour moi, la condition de faire un film, c'est qu'il a le chef opérateur et moi, je suis à côté de lui. Et si je vois quelque chose qui me paraît intéressant, par exemple un couple qui est en train de danser à gauche, et la caméra doit les chercher et les accompagner de droite à gauche, quelque chose comme ça. Donc je dois avoir l'espace et pouvoir parler avec le chef opérateur qui fait la caméra. Et ça s'est passé comme ça. Donc j'avais 2 moniteurs, 2 écrans dans cette... J'avais une maison Airbnb à Lisbonne. Et j'allais là-bas pendant la nuit, pendant que le Chinois filmait pendant la journée. Et moi, j'avais un écran qui avait l'image, la caméra, et un autre qui avait une image plus large pour que je pouvais comprendre ce qui se passait autour de ce que la caméra captait et de dire des choses à l'oreille du chef opérateur. Ça s'est passé comme ça, étrangement pour moi. Oui, monsieur. Je vais prendre la parole. Oui, je voulais d'abord, avant tout, vous remercier parce que moi, je vous connaissais pas. Et donc, c'est un bonheur ce soir de vous connaître. Parce que moi, j'ai été très touché par le film, par cette douce mélancolie. Et puis j'ai eu beaucoup d'émotions, parce que je connais quelques pays d'Asie. Et là, je vais vous poser ma question, c'est est-ce que ce film va être présenté au festival du film cambodgien ou ailleurs dans les autres pays où vous avez tourné? Il était déjà présenté dans certains de ces pays. Au Cambodge, bon, moi j'ai pas tourné au Cambodge. Dans les films, il n'y a pas Cambodge. Et je sais pas, ça dépend pas de moi. Donc j'ai les films, il y a les festivals qui invitent les films ou pas. Et au Cambodge, non. Le film n'était pas invité à ma connaissance. Le film il est disponible pour tout le monde, dans tous les pays. Et, en Asie, il était acheté dans presque tous les pays
où on a tourné. Pour moi, c'était très bien que ça se passait comme ça. Oui, bonsoir, merci pour votre film. J'ai fait 2 grands voyages, d'abord avec Edouard, en plus après Molly. J'ai l'impression que c'était des esprits qui ont voyagé dans ces pays-là. Et moi, je suis japonaise, donc j'ai une question sur le tournage au Japon. Je crois que vous avez pris un film noir et blanc des années 50 ou 60, tourné au Japon, parce qu'il y a des personnages qui étaient habillés de l'époque, pas actuellement. Si c'est vrai, est-ce que vous avez fait pour d'autres pays aussi d'utiliser quelques films d'archives pour mélanger les périodes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour les moines mendiants, comme ça. Même actuellement, c'est très rare de voir. Moi, j'ai vu ces moines-là quand j'étais enfant. Est-ce que derrière cette histoire, vous avez eu des conseillers pour chaque pays au niveau culture? Merci. Alors, je commence pour la dernière question. Non, on n'a pas eu aucun... Nous sommes 4 à écrire et à faire des recherches pour les films. Donc on a connu le moine Komuzo parce qu'on a fait des recherches sur chaque pays et on s'est intéressé à ça, des moines Komuzo, donc les moines japonais avec le panneau sur la tête. C'est pas une idée à moi, ça existe. Comme presque tout dans les films, on n'a pas 6 idées que ça. La réalité, c'est que le monde, il est vraiment surprenant parfois. Et donc, oui, il y a une obsession philippine par la chanson de Sinatra, My Way. Il y a des moines au Japon avec des panneaux dans la tête, sur la tête. Il y a, je sais pas, il y a des valses qui étaient jouées à cette époque dans le palais à Bangkok du prince. On n'a pas inventé beaucoup de choses. On a suivi ce que s'est passé vraiment et qui nous étonnait, et on a décidé d'aller de filmer, oui, des vases, des moines avec des panneaux, des gens que chantaient des karaokés en Philippines et qui pouvaient se pleurer avec Sinatra. C'est pas nous, c'est le monde. C'est le monde. La première question, c'était quoi? Sur les archives. Est-ce qu'il y a effectivement des archives des années 50-60 comme a repéré Madame? Est-ce qu'il y a d'autres archives dans le film? Dans ces films, dans les films de fiction, normalement, les archives donnent une sorte de perspective de l'époque. Donc, normalement, il y a pour les films dans le passé, il y a des gens on suit les personnages, et c'est dans les années 30 ou dans le siècle 19, ou, enfin les années 40, il y a des images d'archives qui nous aident qui nous donnent une sorte de registre de ces moments, parce que le cinéma a aussi la capacité
inventer des mondes, mais aussi d'enregistrer des moments précis du temps et de nous redonner ça parce qu'il a enregistré ça à l'époque. Ici, il n'y a pas des images d'archives, enfin les images d'archives, c'est les présents. Je trouvais ça intéressant depuis le début du film. L'idée initiale, c'était d'accord, donc on va avoir une histoire que ça se passe au début du siècle XXe, mais les archives, c'est pas de cette époque-là, mais c'est du présent. Donc, il n'y a aucune image d'archives des années 50 et 60. Il y a ma mémoire, les années 50 et 60, dans le cinéma japonais, c'était incroyable. Les films qui se sont faits au Japon aux années 50, c'est incroyable. On pouvait faire une histoire du cinéma seulement avec les films japonais des années 50, par exemple. Les années 60, c'est encore plus incroyable. Donc, il est très différent des années 50. Donc, il n'y a pas ça dans les films. Mais je me souviens de ça. Il y a une autre question. Bonsoir. Monsieur? Oui. Oui, merci beaucoup pour votre film. Et la récompense que vous avez reçue pour votre mise en scène est amplement méritée. Ça se voit avec tous vos plans riches, variés, différents, et l'originalité de votre montage. Ça se voit qu'il y a eu un travail exigeant. Et en même temps, quand il y a eu par exemple le film du karaoké et tous les plans d'animaux il me semble que vous affectionnez pas mal. Il me semble, à mon avis, vous avez dû pas mal vous amuser pour ce tournage. Donc je me demandais à quel point ça a surtout été un travail très exigeant, ce film, ou une belle aventure où vous êtes énormément amusé. C'est quoi la différence C'est peut-être les deux, oui, bien sûr. Oui, l'idée qu'on fait un film, on va souffrir, ça me plaît pas. Je pense que filmer, essayer d'avoir plaisir parce qu'on aime filmer quelque chose, il y a beaucoup plus de possibilités de transmettre ça, de partager ça, si on prend du plaisir. Et j'aime pas l'idée de punir les gens, de filmer des choses qui j'aime pas, et de partager avec les gens pour qu'on comprenne tous comment le monde est pourri, des choses comme ça. J'aime pas cette idée. Donc, le monde il est un peu pourri, hein? Je vous dis ça, mais c'est un secret entre nous. Mais quand même, c'est incroyable d'être vivant. Ici, on sait qu'on partage seulement une chose entre nous, c'est que nous sommes tous vivants. Et donc, on a des expériences de vie très différentes, j'imagine. Mais à ce moment, peut-être demain, ça sera différent, mais à ce moment, nous sommes tous vivants. Et quand même, c'est incroyable d'être... on a beaucoup plus de soucis d'être vivant. Quand nous sommes morts, j'ai l'impression qu'on va avoir moins de soucis. Je sais pas, on verra. Mais c'est incroyable d'être vivante, quand même. Et donc, l'idée de filmer, j'ai l'impression qu'il y a de la grâce, de la beauté au monde,
même quand le monde, il est pas bien. Et je pense que le monde, il va pas trop bien en ce moment. Mais il y a toujours des choses bien. Et donc, c'est ça que je veux aussi mettre dans les films. Je ne comprends pas trop bien l'idée des réalisateurs qui veulent mettre les choses qu'ils n'aiment pas. Non. Quand même, nous sommes vivantes, donc il faut mettre les choses qu'on aime. Et après, on garde pour nous les choses qu'on n'aime pas. Vous n'aimez pas punir vos personnages non plus. Comment est-ce qu'est née cette idée, que je trouve magnifique, de faire revivre Molly? Le destin, le tragique du film l'amène vers la mort, et puis voilà, le cinéma la sauve à la fin. Oui, le cinéma, et ça c'est le côté grandiose du cinéma. Il peut sauver, il peut faire des miracles. Moi, je ne suis pas croyant, mais je crois au cinéma. Donc, je crois que le cinéma, sûrement, peut faire des miracles. Ça, c'est évident pour moi. Le reste, j'ai des doutes. Et donc, peut-être c'est la chose incroyable qui peut se passer avec Molly, c'est qu'elle est un personnage de cinéma, donc une marionnette, comme les marionnettes asiatiques qu'on a vues dans les films. Elle est une marionnette de cinéma, c'est la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pareil. Ça vient du même endroit. Les marionnettes ou les personnages de cinéma. Et donc, ils peuvent avoir cette capacité miraculeuse de, renaître de la mort. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'incroyable. En même temps, c'est une limitation parce que ça peut se passer parce qu'ils sont des personnages. Ils sont des gens des créatures d'un monde de fiction. Et dans le monde de fiction, tout ça, c'est possible. Et donc, il a ces deux côtés. Il a une limitation parce qu'ils sont pas ils sont que des créatures de fiction. Donc, ils peuvent pas être comme nous. Mais ils peuvent faire des choses qu'on ne peut pas, je crois, comme ressusciter. Cette résurrection, elle peut faire penser à la fin du Goût de la cerise, où on ressuscite aussi grâce au cinéma, en l'occurrence à la vidéo. Tu y as pensé ou pas du tout? Kiarostami, c'était un grand réalisateur. Ça, c'est la moitié de la pensé, mais non. Je pense maintenant que Kiarostami était un grand réalisateur. Et que réfléchit aussi sur cette dimension que le cinéma, c'est un miroir de la vie, et en même temps, c'est une autre chose. C'est un monde parallèle, avec des différentes lois. Est-ce que... Oui. Dernière question, effectivement, madame. Merci beaucoup. Moi, je me demandais, là, quand vous parlez des personnages, il y a un écho, je peux faire quelque chose? Ok. Je vais réussir à dire, en plus, c'est la fin. Quand vous filmez les marionnettes, il y a des moments où vous filmez plus que les marionnettistes, comme si c'était eux, par rapport à la question d'être un personnage ou un être vivant. Et à des moments, les personnages, moi je vois quand même une histoire coloniale aussi, en arrière-fond, et j'ai l'impression qu'il y a le même jeu qui se fait que ce que vous nommez pour les personnages de cinéma avec les marionnettes, qui sont manipulées par quelqu'un d'autre, donc elles peuvent tout faire, mais en même temps c'est pas elles qui font.
Et est-ce que les protagonistes, qui sont les étrangers, ou en tout cas qui sont pas autochtones du lieu, ils se retrouvent pas dans votre façon de filmer, dans les mêmes situations? Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais moi, à un moment donné, j'ai vu ça et je me suis dit, bon, c'est peut-être ton obsession à toi. En tout cas, j'aimerais bien savoir si vous l'avez construit. Oui, il y a cette question, c'est inévitable de filmer un monde disparu, et heureusement, un monde colonial, où il y avait des rapports de pouvoir. Oui, on pouvait dire les marionnettistes et les marionnettes, c'est ces rapports de pouvoir. Dans ces cas, il y a tous ces gens des britanniques, même s'ils parlent le portugais, qui ont l'air de ne pas comprendre trop ce qui se passe autour d'eux. Et donc, il y a ces rapports entre des temps différents, entre les images faites en studio, et ça se passe en 1918, et des images d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça produit entre un temps colonial et un temps post-colonial? Il y a tout ça, et je laisse tout ça à vous, parce que j'ai l'impression que je donne des outils à vous pour voir les choses. Mais je ne veux pas contrôler qu'est-ce que vous êtes en train de voir, parce que moi je ne fais pas des films de propagande. Et donc dans les films de propagande, on voit qu'une seule chose. Et j'espère que dans ces films, je sais que dans ces films, il y a des gens qui voient une chose et d'autres qui voient d'autres choses. Et ça me paraît très... Pour moi, ça me rassure. Ça veut dire que je ne vous contrôle pas. Je fais des films et je les laisse d'une certaine manière disponibles pour que vous regardiez quelque chose. Moi, j'ai des idées très précises sur que c'est bien, que c'est pas bien, mais c'est pas mon travail de vous dire ça. Sinon, je vous impose quelque chose. Donc, c'est à vous de penser. Ce que je peux faire, c'est d'essayer d'être personnel et de filmer ce que je veux et de partager avec vous des choses sans prêcher. J'aime pas les curés, moi, et je veux pas vous prêcher. Donc, j'imagine aussi que c'est beaucoup plus effectif si les gens arrivent à ses propres conclusions, qui être à la fin d'une séance de cinéma, ressentir que les films a imposé quelque chose. Non, c'est aux gens d'apprendre, pas aux films de prêcher. Donc, je sais pas, je tourne, j'essaie de faire des films avec des choses que j'aime partager ça, j'aime inventer un place pour les spectateurs dans les structures qui sont les films. Après, les gens peuvent prendre ça et vivre, expérimenter ça de manières très différentes.
et tant mieux pour moi, parce que c'est quelque chose que je donne et je ne contrôle pas, et c'est comme ça que je travaille. Merci beaucoup, Miguel Gomes, de ne pas être notre marionnettiste. Le film, je le rappelle, sort mercredi prochain, ça peut savoir autour de vous. Puis on continuera donc la conversation dans Plan Large dans 10 jours. Merci Antoine Guillaume.